Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée de la semaine de la performance Ellipse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème caprin et plus particulièrement à produire plus avec les lactations longues. Donc déjà pour commencer, je me présente, je suis Marine Audiette, la conseillère caprin Ellipse et je vais animer ce webinaire avec Rémi Couvet, conseiller et responsable caprin du SAPERFEL. Bonjour à tous. Déjà, point de vue présentation, elle va durer une trentaine de minutes et on aura ensuite une période d'échange de 15 minutes environ. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet à droite de l'écran et on reprendra ces questions à la fin de la présentation. Déjà pour commencer, pour une mise en contexte, actuellement la conjoncture caprine est porteuse du fait de la demande des consommateurs qui est importante et également du prix du lait payé aux producteurs. Malgré cela, certaines problématiques persistent. Alors, on peut penser au temps de travail, plus particulièrement au moment des mises bas, ou encore aux problèmes sanitaires qui ont lieu lors de celles-ci, ou encore au besoin d'avoir une trésorerie régulière, comme les charges, elles, sont étalées sur l'année, et alors que la production caprine, elle, est saisonnée. Il y a également d'autres problématiques qui vont apparaître ou qui vont s'intensifier. On peut penser en ce moment à la vente des chevaux de boucherie. Initialement, les lactations longues étaient mises en place du fait des échecs de reproduction. Et aujourd'hui, ça peut être une pratique qui peut être mise en place de manière à répondre à ces problématiques diverses. Cependant, la mise en place de cette pratique doit être réfléchie et nous allons voir pourquoi. Donc déjà, pour commencer, lorsqu'on parle de lactation longue, de quoi parle-t-on vraiment? On définit une lactation longue comme étant une chèvre qui présente une durée de lactation supérieure à 450 jours. Ça permet d'éviter en fait les erreurs de langage, comme par exemple une mise basse sans tarissement n'est pas une lactation longue. Et également, une lactation de 18 mois pour changer de période de mise bas n'est pas une lactation longue non plus. On va prendre l'exemple d'un éleveur qui est en reproduction, en mise bas saisonnée, qui veut passer en mise bas désaisonnée. Alors, concernant les types de lactation longue, on peut les diviser en deux grands groupes. Il y a les lactations longues subies, donc là, celles qui correspondent à des échecs de reproduction. Donc, ça peut être lié à l'infécondité ou à la stérilité de l'animal, aux mortalités embryonnaires ou encore aux avortements. Et il y a un deuxième groupe, donc ça va être les lactations longues choisies. Donc dans ce cas-là, ça correspond à des animaux qui ne sont pas remis à la reproduction et ça de manière volontaire. Cette pratique peut avoir différentes motivations. Là, on a pris l'exemple de deux motivations. Donc ça peut être pour recaler des mises bas pour les primipares qui ont eu une première mise bas tardive. Donc là, on peut prendre l'exemple d'une primipare qui est née en février, qui va mettre bas en avril-mai de l'année suivante. Donc, si on souhaite la mettre à la reproduction en février de l'année suivante, elle va donc avoir une lactation qui va être écourtée. Ça peut être également un animal qui va être difficile à tarir. Donc, mettre en place cette pratique, ça peut permettre d'éviter cela et également de les aider à terminer leur croissance qui n'a pas été terminée en première année. Et mettre en place cette pratique, ça peut également permettre d'ajuster la production laitière. Donc là, c'est dans le but d'avoir du lait toute l'année. Comme les charges, elles, sont étalées sur l'année. Et également, donc là, on peut prendre l'exemple du lait d'hiver, donc qui est mieux rémunéré pour les éleveurs. Les lactations longues vont être gérées différemment sur le troupeau comparé aux chèvres qui ont une conduite classique. On va donc avoir des éléments de conduite qui vont être différents lorsqu'on parle de chèvres en conduite classique ou des chèvres en lactation longue.
Et il va également y avoir des différences de production. Donc, en fait, pour mettre en évidence les caractéristiques des lactations longues, on a créé un tableau en 3 colonnes. Donc, une première colonne qui reprend tous les éleveurs adhérents Ellipse 2019 qui avaient moins de 5% de lactation longue sur leur exploitation. Donc déjà, pourquoi moins de 5%? Parce que dans ce cas, on considère que tous les animaux ont été taris. Au centre, vous avez donc les adhérents Ellipse 2019 et à droite, vous avez donc les adhérents qui avaient plus de 30% de lactation longue. Donc là, également 30%, parce qu'on considère dans ce cas que ce n'est pas seulement lié aux échecs de reproduction, mais c'est aussi lié au fait que les lactations longues ont été choisies. Donc, quand on compare donc les éléments de conduite de ces troupeaux en lactation longue au reste des adhérents Ellipse, on remarque déjà que l'effectif moyen est plus important dans les troupeaux avec lactation longue. Et en fait, donc pour nos éleveurs adhérents 2019, ils avaient en réalité la moitié de leur troupeau qui était en lactation longue. Concernant l'âge moyen, il est plus important pour les troupeaux avec lactation longue que sans lactation longue. Donc déjà, ça s'explique par le fait qu'on choisit des animaux sur leur persistance laitière. Donc le but est de les garder le plus longtemps possible sur l'exploitation. Et également parce que donc, ces animaux ont eu peu de mise bas et vont pas avoir de mise bas donc, pour l'année à venir, donc ce qui les fatigue moins. Donc elles ont une meilleure longévité. Et donc, on peut mettre en lien cet âge moyen au pourcentage de renouvellement, qui lui est plus faible donc pour les troupeaux avec lactation longue, du fait justement de la longévité des animaux. Donc, c'est malgré tout un point de vigilance parce qu'il faut avoir un pourcentage de renouvellement qui est suffisant pour ces troupeaux avec les lactations longues. Concernant les jours sans production, donc il est plus faible pour les troupeaux avec lactation longue. Donc, ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de tarissement. Donc là, dans notre cas, pour la moitié des chèvres des troupeaux adhérents Ellipse. Et ensuite, concernant la production, on voit qu'il y a une meilleure production en moyenne pour les éleveurs, pour les exploitations avec lactation longue. Donc là, on passe par exemple de 991 kg pour la moyenne Ellipse à 1072 kg pour les adhérents avec les lactations longues. Donc on a une augmentation de 9% du lait produit par chèvre. Et il y a également des taux qui sont meilleurs, ce qui explique que la matière utile, donc pour rappel, la matière utile, c'est la matière protéique plus la matière grasse, qui va être plus important pour ces troupeaux. Donc cependant, un point de vigilance, ça va être le statut cellulaire. En effet, on retrouve dans les troupeaux en lactation longue un pourcentage de chèvres gravement infectées qui est plus important. Donc, pour rappel, une chèvre est gravement infectée lorsqu'elle a plus de 3 comptages cellulaires supérieurs à 2 millions de cellules. Et donc, en fait, ça s'explique par le fait qu'on se prive d'un moyen de gérer les cellules et ça, du fait qu'on supprime le tarissement. Donc, on a donc vu qu'il était intéressant de mettre en place des lactations longues d'un point de vue technique. Après, donc, il existe d'autres motivations et les motivations sont diverses en fonction des éleveurs. Et donc, nous allons voir quelles sont ces motivations et quelles peuvent être leurs limites. Donc, déjà, pour commencer, on va voir le témoignage d'un éleveur. Donc, ici, c'est Régis de 16. C'est un éleveur désaisonné, donc dans le 35 à Tréméheuc. Donc, il a mis en place des lactations longues depuis 1 an. Et donc, il a 320 chèvres, dont 150 lactations longues. Donc, nous lui avons posé les questions suivantes. Pourquoi avez-vous fait le choix de faire des lactations longues? Comment s'organise votre conduite en lactation longue? Et finalement, quels changements avez-vous observé sur votre exploitation depuis la mise en place de cette pratique? Donc, voici ses réponses. J'ai fait le choix sur mon exploitation en désaisonné de faire de la lactation longue pour mieux gérer ma trésorerie afin de rémunérer mes charges et pour mieux gérer mon renouvellement. Pour cela, on sélectionne des femelles du troupeau sur le critère génétique. Une fois cela fait, on sélectionne les lactations longues sur les critères zootechniques. Les meilleures productrices, donc les chèvres persistantes, et les chèvres qui ont peu de cellules. Concernant la conduite, la technicienne sélectionne
les chèvres qui ne vont pas à la reproduction, en prenant en compte la capacité du bâtiment. Chez nous, sur notre exploitation, on sélectionne donc 150 chèvres et ces lactations longues auront une alimentation adaptée pour produire le plus possible. Concernant l'ordre de traite, les primipares et les lactations longues sont traites en premier et les chèvres leucocytaires sont traites en dernier. Sur mon exploitation, nous tarissons le 15 juin et à cette époque, nous avons beaucoup de charges liées à la réalisation des fourrages pour toute l'année, enrubanage, retelage de foin, la fauche. Pour couvrir ces charges, nous comptons sur nos 150 lactations. Donc nous avons pu voir quelles étaient les motivations de Régis concernant la mise en place des lactations longues. Donc ici, on va voir qu'il existe d'autres motivations. Donc déjà, une motivation possible, ça peut être de conserver les meilleures productrices. Donc là, on est dans le cas où ce sont des chèvres qui peuvent avoir des problèmes au moment de la reproduction, qui peuvent être vides, par exemple. Donc au lieu de les envoyer à la réforme, à ce moment-là, on les garde en lactation longue. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'amortir la génétique. Par contre, il peut y avoir des limites. Ça peut être la perte de potentiel génétique car on ne va pas élever sur les meilleurs. Donc la mise en place de lactation longue, ça peut également permettre de donner une dernière trajectoire avant la réforme. Donc là, on est dans le cas de chèvres qui vont être réformées dans les mois qui viennent et qui ont encore du lait. Donc du coup, pour éviter les accidents au moment de la mise bas, on va les garder en lactation longue, ce qui permet également de réduire les frais vétérinaires. Donc cependant, cette pratique a des limites. Donc on peut avoir des difficultés à anticiper les réformes, et ce qui est propice à la surcharge des bâtiments. Ça peut permettre de donner du temps aux primipares, donc comme on a vu tout à l'heure lors du début de la présentation. Et donc, cette pratique ne doit par contre pas masquer un problème d'élevage des chevrettes et ça peut avoir comme limite de ne pas renouveler sur un bon potentiel génétique du troupeau, donc ici les jeunes animaux. Donc ça peut également permettre de gérer les échecs de reproduction, comme on a vu avec le fait de conserver les meilleurs. Ça peut également permettre de simplifier la conduite. Donc dans ce cas-là, on est avec en général des troupeaux de grands effectifs. Donc les chèvres vont être mises à la reproduction 1 ou 2 fois et elles vont terminer leur carrière en lactation longue. Donc les limites, c'est que du coup, on ne va pas vraiment sélectionner les lactations longues. Donc ça va être des animaux qui vont avoir des persistances qui vont être des persistances laitières qui vont être variables et également des niveaux cellulaires qui vont être différents. Et également, une limite, c'est qu'on va avoir un choix de renouvellement qui va être limité. Et en général, ces éleveurs-là doivent également acheter du renouvellement à l'extérieur. Donc là, ça représente un coût et également des risques sanitaires pour l'exploitation. Et finalement, donc, mettre en place des lactations longues peut permettre de diminuer le nombre de mises bas et de livrer du lait toute l'année. Donc là, une des limites, c'est que du coup, on ne va pas, le fait de mettre les chèvres les plus productives en lactation longue peut impacter les résultats techniques et génétiques du troupeau dans l'avenir. Et également, il faut être vigilant parce qu'il faut toujours garder un taux de renouvellement qui va être suffisant. Donc, ça arrive qu'il y ait des taux de renouvellement qui soient inférieurs à 20%. Donc, du coup, Rémi, je vais te laisser la parole pour la suite. Donc je vais prendre la suite et puis je vais essayer en fait, de vous expliquer finalement, donc, pour que ça se passe bien, comment il faut choisir ces lactations longues et surtout quelles questions il faut se poser pour que, disons qu'on ait un maximum de réussite sur la mise en place de cette conduite un petit peu particulière. Donc avant toute chose, faire des lactations longues, c'est bien, mais il faut quand même se poser quelques questions pour être sûr de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et la première question qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que je vais avoir la main-d'œuvre toute l'année pour pouvoir traire mes animaux? Puisque la condition des lactations longues, c'est que la traite s'effectue 365 jours dans l'année. Donc, on n'a pas de tarissement sur lequel on peut prendre des vacances ou donner des vacances à des salariés, etc. Donc, il faut s'assurer d'avoir
tout le temps du monde pour pouvoir traire. Après, la question à se poser également, c'est je fais des lactations longues, oui, mais combien? Il faut vraiment que le nombre choisi soit en adéquation avec la taille de son bâtiment. Et c'est vrai que si on a des lots, par exemple, d'une centaine de chèvres, on ne va pas s'amuser à faire un lot de 30 chèvres en lactation longue, auquel cas ça va être compliqué à organiser. Et puis surtout, peut-être qu'il n'y aura pas assez de lait au niveau du tank avec des risques de faire geler le lait, etc. Il faut aussi anticiper les éventuels échecs de reproduction. Je reprends mon exemple. Si par exemple on a des lots d'une centaine de chèvres et qu'on se dit ben, tous les ans j'ai une vingtaine, une trentaine de chèvres qui sont vides, alors peut-être qu'il faudra choisir seulement 80 lactations et puis laisser une vingtaine de places dans ce lot de 100 chèvres pour pouvoir le compléter avec des chèvres vides en échec de reproduction. Après, la question fondamentale, et pour que ça marche, il faut vraiment s'appliquer sur ce point-là, c'est qui vais-je mettre en lactation longue? Donc, pour que ça fonctionne dans notre élevage, je dirais à moyen long terme, dans un premier temps, avant de se poser la question de qui je vais mettre en lactation longue, il faut se poser la question de qui je vais mettre en support de renouvellement, que ça soit pour faire de l'IA ou des saillies naturelles. C'est indispensable de choisir des animaux sur un critère génétique et aussi sur un critère morphologique et également physiologique lorsqu'on parle d'IA. Puisque qui dit réussite à l'IA dit choix, obligatoire sur la physiologie de l'animal. Ensuite, une fois qu'on aura fait ce choix-là, eh bien, il faudra choisir les lactations longues sur des niveaux, sur des critères zootechniques. Et là, on prendra bien sûr la production laitière et la qualité du lait avec les cellules. Bien sûr, il faudra faire des contrôles morphologiques de la part de l'éleveur, puisqu'on ne mettra pas en lactation longue des chèvres qui font du lait, mais qui potentiellement seront peut-être boiteuses ou qui auront des problèmes d'état et peut-être aussi des animaux trop gras. Donc, concrètement, comment ça va se mettre en place? C'est deux points importants pour trier les animaux. Comme je viens de vous le dire, il faut dans un premier temps choisir les animaux pour le renouvellement, pour le support et donc l'avenir du troupeau. Quand on choisit principalement des IA, mais ça peut être la même chose en série naturelle, il faut faire des premiers choix sur la physiologie. Donc dans le tableau que vous avez présent ici, sur la colonne entourée en rouge qui s'appelle début de lactation, on va commencer par choisir les animaux, plutôt éliminer les animaux qui sont en lactation depuis très longtemps ou qui auraient mis bas à l'inverse de façon très récente. Ceux-là, on les écarte pour une meilleure réussite à l'IA. De la même façon, on va écarter les animaux qui sont classés X et qui donc apporteraient des tares à l'avenir du troupeau avec la descendance. Et puis, une fois qu'on a fait cette partie physiologie, vous voyez sur la droite, on a des colonnes avec beaucoup de chiffres et les index. Donc, vous voyez l'ICC, l'IPC et l'IMC. Donc, l'ICC, l'index combiné caprin, est composé de l'IPC, de l'index de production, et de l'IMC, qui est l'index morphologique. Dans la production, vous retrouvez les matières, le lait et les taux. Dans l'index de morphologie, vous allez retrouver en fait les notes de pointage de la mamelle, principalement. Donc, on va trier les animaux sur ce niveau-là et on va sélectionner les animaux qui nous intéressent le plus. Si vous n'êtes pas adhérent à CapGen et si vous ne faites pas forcément des IA, vous pourrez trier vos animaux non pas sur des index, mais sur des notes combinées ou des notes de taux TB et TP. Mais l'idée est la même. L'objectif est de sélectionner les animaux pour un renouvellement de qualité. Une fois que vous avez fait cela, vous allez, dans ce qui reste, vous allez trier vos animaux sur des critères zootechniques, donc sur les cellules et la production laitière. Dans l'exemple que vous avez ici, on a mis un niveau cellulaire à 1,5 million et une production laitière à 3 kg. Mais tout cela va bien sûr dépendre donc, du niveau de production du troupeau, mais aussi de l'effectif que vous souhaitez mettre en lactation. Plus vous allez vouloir en mettre, et forcément, plus les critères vont être détériorants. Mais l'objectif est de dire il faut que les chèvres à plus de 3 litres et il faut que les chèvres à moins d'1,5 million. Il faut bien sûr s'adapter à votre troupeau. Dans l'idéal, il faut évidemment éviter les animaux qui sont gravement affectés, comme l'a dit Marine,
et aussi les animaux incurables. Les animaux incurables, ce sont les animaux qui sont gravement, enfin, qui démarrent leur lactation à plus de 2 millions de cellules et qui, l'année précédente, étaient déjà gravement infectés. Sur la partie production laitière, donc l'idéal entre 3 litres et 3 litres 5, mais au-delà du niveau de production, il faut aussi regarder l'orientation de la production laitière. C'est-à-dire qu'il vaut mieux choisir une chèvre qui est à 2 litres 5 et qui se maintient au fil des contrôles à 2 litres 5, plutôt que choisir une chèvre qui était à 3 litres, mais qui au contrôle précédent était à 5 kg. Puisque là, ça voudrait dire qu'on est une chèvre qui est plutôt sur une phase descendante de la production laitière et qui aura peut-être du mal à se maintenir. Une fois qu'on a fait ces critères et qu'on a le bon nombre d'animaux qui nous intéressent par rapport à notre capacité dans le bâtiment, on peut leur attribuer un critère spécifique pour n'avoir que ces lactations longues dans un groupe et de pouvoir continuer à travailler sur ce lot-là. Et quand je dis continuer à travailler, c'est principalement travailler sur l'alimentation. Effectivement, pour un bon maintien de la production laitière de ces animaux, il faut savoir adapter l'alimentation à la production laitière. Dans l'exemple que vous avez ci-dessous, vous avez 2 types d'animaux. Vous avez sur votre gauche des animaux en fait, qui viennent de mettre bas, qui sont au pic, avec un niveau de production à 3,5 kg, un stade à 1,5 mois de lactation et des taux à 39-32. À droite, vous avez ce fameux lot de lactation que l'on vient de créer avec nos différents critères zootechniques. Vous voyez que le stade de lactation, lui, est à 13 mois et que le lait moyen brut est à 3 kg. Donc des chèvres qui sont en stade plus avancé, qui font moins de lait, par contre avec des taux un peu supérieurs. Bien sûr, il faudra prendre en compte le lait standard pour pouvoir alimenter correctement ces animaux. Vous pouvez aussi effectivement avoir des rations qui globalement doivent être un peu plus faibles en énergie de façon à éviter à ce que les animaux graissent. Donc par défaut, c'est souvent des rations qui sont un petit peu plus riches en azote. Cependant, il faut veiller quand même à ce que le niveau d'urée ne soit pas trop élevé et se maintenir à des niveaux de 450 grammes par millilitre jusqu'à 500 grands maximum. Un bon moyen aussi pour vérifier si la ration est adaptée à notre production laitière, c'est de mesurer la quantité de concentré par litre de lait produit. Et donc justement, nous avons aujourd'hui un outil pour vérifier si la production laitière est en adéquation avec l'alimentation de nos animaux, c'est l'outil margelé concentré. L'outil margelé concentré calcule une marge en faisant la différence entre le produit lait et la charge concentrée plus déshydratée. Ce produit lait dépend d'une part de la quantité de lait produit par chèvre, mais aussi du prix payé par votre laiterie. Le prix qui dépend bien sûr du prix de base, le prix de base qui dépend aussi de la saisonnalité de votre troupeau, et puis la qualité du lait évidemment avec le niveau cellulaire et puis les taux, donc TB et TP. Dans les charges concentrées plus déshydratées, eh bien, de la même façon, c'est intéressant de prendre uniquement ce critère charge concentrée, puisqu'en fait, ce critère-là, on va dire, représente plus de 70% des charges totales en moyenne dans les élevages caprins. Donc, quand vous avez une idée de la charge concentrée plus déshydratée, vous avez une bonne idée, en fait, des charges totales. Ces charges concentrées plus déshydratées, elles dépendent évidemment de la quantité distribuée par millilitre et puis aussi du prix. Donc le prix qui va dépendre de la quantité de matières premières dans la ration totale. Plus vous avez de matières premières et globalement, plus vous allez avoir une ration qui sera peu coûteuse. Et puis aussi, vous avez l'aliment du commerce qui peut être à différents prix. Et aujourd'hui, les prix peuvent varier selon certains fabricants d'aliments. L'autonomie alimentaire va aussi jouer un rôle important et peut faire baisser le coût total de la ration. Donc concrètement, ça, ce sont des données qu'on relève de façon mensuelle pour voir la cohérence, en fait de la ration par rapport à la conduite de notre troupeau. Donc, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez sur un graphique tel que celui-ci,
Vous avez sous forme d'histogramme les données mensuelles et sous forme de lignes les données cumulées mensuelles au fil de l'année. On retrouve sur l'histogramme bleu le produit, enfin la marge de lait concentrée, qui est la différence entre le produit lait et la charge concentrée plus déshydratée. Et en rouge, vous avez la charge concentrée plus déshydratée. Après, vous avez des lignes donc, qui sont linéaires. Celle du bas, qui est à 162 euros par millilitre, correspond à la charge concentrée plus déshydratée. Et puis, vous avez l'objectif de marge lait concentré à 450 euros par millilitre. Donc, vous voyez que les histogrammes sont très irréguliers sur l'année. Alors, c'est normal, puisque la période où les chèvres, en partie, sont taries, bah forcément, vous allez avoir des charges alimentaires élevées, puisque les chèvres continuent à consommer alors qu'elles ne produisent plus de lait. Alors, vous pouvez avoir effectivement les lactations longues qui, elles, continuent à faire du lait. C'est le cas dans cet exemple-là. Vous voyez, sur le mois de janvier, février, vous continuez à avoir du produit, mais les charges augmentent. Ça veut donc dire qu'il y a une partie des animaux qui sont en lactation longue et une partie des animaux qui sont taris. Pour conclure sur ce graphique-là, vous pouvez voir que tous les objectifs sont tenus et que finalement, la cohérence est très bonne, donc le système est bon. Donc finalement, pour conclure, on a pu voir que la lactation longue était une pratique qui présente des intérêts déjà économiques pour l'organisation du travail et également d'un point de vue sanitaire, donc particulièrement donc là concernant la longévité des animaux. Donc cependant, toutes les chèvres ne peuvent pas faire de la lactation longue, donc il y a des points de vigilance. Donc on a vu particulièrement le pourcentage de renouvellement qui doit être suffisant dans ce type de troupeau et également le statut cellulaire qui doit être suivi. Donc ces points de vigilance sont à prendre en compte de manière à conserver une cohérence qui est technico-économique au sein du système. Donc, du coup, avez-vous des questions? Du coup, on peut vous laisser quelques minutes pour poser vos questions là sur l'onglet. Et donc, on va prendre le temps d'y répondre avec Rémi. Alors, du coup, je vois déjà qu'on a deux questions. Donc, la première, donc, une lactation longue sur une primipare peut-elle amputer son potentiel de production pour de futures lactations? Alors, de manière générale, ça ne va pas amputer son potentiel de production. Donc, déjà, en fait, on va avoir des choix qui vont être différents lorsque c'est des primipares ou des multipares. Donc, comme a expliqué Rémi, donc, concernant la persistance laitière, on choisit en général des chèvres qui sont entre 3 kg et 3,5 kg. Donc, plus 3 kg pour les primipares et 3,5 kg pour les multipares. Donc, toujours à remettre en question en fonction du système. Et donc, du coup, ces animaux-là on les choisit vraiment sur leur persistance. Et après, ça ne les empêche pas d'être remis à la reproduction les années suivantes. Donc, ça, il n'y a aucun souci concernant les primipares. Je me permets, j'ajouterais aussi que c'est quand même assez fréquent de voir des primipares qui, en fin de campagne, sont des fois un petit peu juste en état. Les remettre en lactation longue peut au contraire, des fois, éviter de créer de la fatigue supplémentaire avec une gestation et de leur faire reprendre de l'état. Le problème quand même et le frein de ces pratiques de mettre systématiquement les primipares en lactation longue, c'est que ça reste le support génétique un des plus intéressants puisque ça reste des animaux jeunes, donc normalement avec le potentiel le plus fort de votre troupe. Alors après, donc avez-vous fait une comparaison technico-économique des éleveurs en lactation longue par rapport aux autres? Donc on n'a pas fait là actuellement
enfin, une comparaison, en fait, on fait ce suivi marge de lait concentré chez différents éleveurs, donc des éleveurs qui sont en bio, des éleveurs qui ont une conduite classique, des éleveurs qui ont des conduites en lactation longue. Pour l'instant, on a fait des résultats qui sont plutôt globaux, mais c'est vrai qu'à terme, ce serait intéressant de comparer voilà, ces résultats technico-économiques et de faire une synthèse pour les éleveurs en lactation longue et les éleveurs qui sont en conduite classique. Alors, sinon, je voyais dans le chat une question. Bonjour, influence du taux de mortalité globale. Du coup, Florence, qu'est-ce que tu entends par le taux de mortalité global? Alors, enfin, globalement, effectivement, le taux de mortalité, en fait, grâce aux lactations longues, va plutôt baisser. Et ça s'en ressent, en fait, au niveau des chiffres du renouvellement. On s'aperçoit, en fait, que les éleveurs qui font au moins un tiers de lactation longue dans leur troupeau renouvellent 5 à 10% de moins que les autres. Donc, ce qui veut bien dire quand même qu'il y a moins de casse. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a la moitié des mortalités qui sont liées au MISBA et à la période de tarissement. Donc, effectivement, plus on va faire de lactation longue et plus on va limiter la mortalité. Après, attention, hein, ça reste en moyenne. On peut avoir des cas exceptionnels dans les deux conduites. Je pense que c'était cette question. Et oui, du coup, pour rajouter quelque chose à ta réponse, Rémi, du coup, tu dis bien que la mortalité diminue, ce qui est vrai en lactation longue, mais c'est là où aussi il faut être vigilant et être bien regardant par rapport au pourcentage de renouvellement et ne pas garder des animaux, on va dire, trop vieux sur l'exploitation, mais bien de renouveler, de garder des animaux jeunes tous les ans. Tout à fait. Sinon. Remettre à la reproduction après les lactations longues, quel risque? Accident à la mise bas, échec de repro. Si chèvre en lactation longue depuis 2-3 ans, est-ce une mauvaise idée de remettre à la reproduction? Euh, alors déjà pour les risques, en fait les risques ils sont présents que ce soit des chèvres en lactation longue ou pas. Après c'est vrai que lorsqu'on connaît des animaux et on sait qu'ils ont en général des accidents à la mise bas, c'est vrai que c'est plus intéressant de garder ces animaux-là en lactation longue. Après, au moment de la reproduction, moi, personnellement, j'ai pas eu de retour sur plus d'échecs au moment de la repro lorsque les chèvres étaient en lactation longue ou pas. Alors, attention quand même à l'état d'engraissement des animaux. Des animaux trop gras qu'on fait plusieurs années en lactation longue, quel va être leur état d'engraissement et quelle va être la réussite à leur reproduction. Au-delà de la reproduction après les lactations longues, moi je voulais aborder pour ceux qui font des inséminations artificielles. Souvent on dit on ne remet pas à l'IA des chèvres qui sont en lactation longue. Pour moi, si elles sont choisies et qu'elles ne sont pas trop vieilles, ces lactations longues, enfin trop vieilles en durée, qu'on est sur 2 lactations, donc par exemple 600 jours de lactation longue, bah pour moi, c'est des animaux qu'on peut remettre à l'IA. Alors attention à ne pas cumuler les risques. Il ne faut pas que ça soit une lactation longue plus une vieille chèvre, etc. Mais si c'est un jeune animal, qu'elle a été choisie en lactation longue, au moins ça ne pose pas de problème de la remettre à la repro, voire même à l'IA. Après, sur la question si chèvre en lactation longue depuis 2-3 ans, est-ce une mauvaise idée de la remettre à la repro? Au bout d'un moment, on va être aussi sur des animaux qui prennent de l'âge. Donc, des animaux qui prennent de l'âge, forcément, on augmente les risques d'accident à la mise bas. Si c'était sa première campagne, pour moi, c'est pas non plus, ça peut se faire, quoi. Parce qu'après, quelque part, si elle a plus de lait alors qu'elle est en lactation longue, c'est une chèvre qui est perdue, qui doit être réformée. Donc, la remettre à la reproduction, c'est aussi lui donner sa chance si elle a seulement 3 ou 4 ans. Alors, on a une autre question. Dans votre tableau où vous présentez les niveaux de production par chef selon le pourcentage de lactation longue, il s'agit de production établie sur quelle durée? Alors, on va revenir sur cette diapo-là. Là. Alors, en fait, c'est des résultats qui sont pris donc sur les bilans techniques du troupeau caprin. Donc, en fait, c'est des bilans qui sont édités tous les ans.
Et donc, en fait, on va avoir, donc là, c'est le lait produit par chèvre. Donc, dans tous les cas, c'est, comment dire, ça va être calculé sur l'année. Donc, en fait, là, on va avoir 1072 kilos produits sur une année civile, 365 jours, et la moyenne ellipse est à 991 kilos, donc produits sur l'année. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a une différence, enfin, une production qui est plus importante pour les lactations longues sur une année globale. Donc, en fait, on va avoir les mêmes indicateurs. On ne va pas se fixer seulement sur 300 jours de lactation pour les chèvres en conduite classique et 365, voire plus pour les chèvres en lactation longue. Elles sont toutes remises au même niveau pour avoir des données qui sont comparables. Et en fait, s'il y a plus de lait, c'est clairement lié au pourcentage de jours sans production qui est plus faible. Vous voyez la différence, 8% contre 14%. Donc, quelque part, ben, je fais du lait plus longtemps à des niveaux qui sont corrects, donc je fais plus de lait, tout simplement. Après, sur un point de vue génétique, ben, à la chèvre, sur une lactation de référence de 250 jours, certainement que les éleveurs en moyenne à ellipse font plus de lait lorsqu'il y a moins de lactation. Ça, c'est une certitude. Et juste pour ajouter un complément sur ce tableau, c'est vrai qu'on peut voir que les effectifs sont assez faibles. Après, donc quand on compare aux résultats du Saperfel, où donc ils ont 220 élevages, on voit en fait la même tendance. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est isolé et qui est spécifique aux adhérents ellipse, mais vraiment quelque chose qu'on observe de manière générale. Et au-delà des stats qu'on a pu faire par rapport à nos BTTC, il y a eu de nombreuses études sur les lactations longues et qui révèlent les mêmes informations, les mêmes données techniques. C'est à chaque fois un peu plus de lait, un peu plus de taux et plus de cellules et détérioration de la qualité du lait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser donc, sur l'onglet. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, je me permets de dire un petit mot par rapport à la conjoncture chevreau actuelle, qui est a priori très mauvaise. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé et comment on va s'effectuer les ramassages. Malheureusement, pour cette campagne sur septembre à novembre, les chèvres qui sont pleines, elles sont pleines et elles vont mettre bas. Par contre, sur les éleveurs qui vont avoir de la reproduction sur septembre-octobre, eh bien, il est peut-être encore temps de mettre en place des lactations longues avec votre conseiller, avec Marine en Bretagne, pour peut-être mettre en place plus de lactations longues et du coup éviter cette surproduction de chevreaux mâles qui risque d'engorger d'autant plus les engraisseurs et l'abattage avec le risque qu'ils ne soient pas abattus. Et puis le quid de qu'est-ce qu'on fait de ces chevreaux mâles. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, les lactations longues, qui fonctionnent. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Si on la met en place dans de bonnes conditions, ça peut être en partie une réponse par rapport à cette problématique des chevreaux mâles. Pendant ce temps-là, on a une nouvelle question. Ah. Comment limiter la baisse de lait en hiver chez les lactations longues? Isolation, apport de correcteurs azotés. Quoi qu'il arrive, la chèvre est un animal saisonnier qui est programmé pour mettre bas au printemps et pour faire du lait au printemps. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous ferez, vous pourrez chauffer vos bâtiments, vous pourrez isoler, mettre de la lumière. De toute façon, la chèvre va baisser en lait sur les périodes de octobre, novembre jusqu'à janvier, février. Apporter du correcteur azoté, oui, s'il est rentable. Si la chèvre doit baisser, quoi qu'il arrive, elle baissera et c'est pas en augmentant les concentrés que vous aurez plus de lait. Donc, il faut l'accepter. Peut-être que je vais trier un lot de chèvres au mois de juillet qui va faire 4 kilos et peut-être qu'au mois d'octobre, il sera plus qu'à 2,8 litres. Mais c'est pas grave puisque ces animaux-là, de toute façon, au mois de mars, avril de l'année d'après, va refaire un pic de lait
en même temps que vos chèvres qui vont mettre bas. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est la physiologie naturelle de la chèvre. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Ah oui, et donc on a une autre question, mais économiquement au niveau national, on n'a rien, donc c'est pour faire référence à la question précédente. Alors, moi, à ma connaissance, il y a différentes études qui sont faites et je pense qu'on a pu voir quand même des différences significatives entre donc, les lactations longues et les chèvres en conduite classique. C'est vrai que ça serait intéressant de voir s'il y a une étude qui a vraiment fait donc la différence entre ces deux types de conduite. Rémi, je ne sais pas si toi, tu es au courant d'une étude en particulier ou pas. Par rapport à... Excuse-moi. Par rapport au côté économique, une comparaison technico-économique en fait entre les lactations longues et les Je chèvres en disais conduite. Olivier Danel, Mm. non, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'études précises technico-économiques sur les lactations longues. Mais bon, après, quand on voit les résultats de production, de taux, si derrière l'alimentation est gérée correctement, comme on le dit depuis le début de la présentation, il n'y a pas, il n'y a pas de doute sur le fait que ça sera forcément un peu meilleur. En plus, avec un renouvellement qui est plus bas, donc aujourd'hui, élever une chevrette, c'est à peu près 150 € par chevrette. Donc forcément, ça va dans le sens des économies. C'est évident. Et donc on va peut-être traiter une dernière question avant de finir. Donc on a une question, donc il est peut-être temps de travailler sérieusement sur les semences sexées. Donc du coup, bah écoute Samuel, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose qui sera à réfléchir de plus en plus surtout vu la conjoncture actuelle. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on voit ensemble, il faut que les études soient encore poussées concernant la réussite par rapport aux semences sexées. Donc, c'est vrai que là, mettre en place des lactations, ça peut être déjà un premier moyen de réduire le nombre de chevreaux. Et après, à terme, je pense qu'on va aller vers cette pratique-là d'avoir des semences. Alors, je me permets d'intervenir puisqu'il y a Olivier qui a mis un petit mot, évidemment, au nom d'évolution. Il y a des études et des travaux qui sont en cours, qui ont été faits avec des essais, notamment l'an passé, des mises en place de semences sexées. Aujourd'hui, les résultats n'ont pas été extraordinaires. En tout cas, lorsque on met de la semence femelle, il sort des chevrettes, donc c'est déjà bien. Aujourd'hui, il faut savoir que la semence de bouc est très très fragile. Elle est triée par centrifugation et c'est pas évident aujourd'hui à maîtriser. Donc ça viendra, j'en suis certain. Aujourd'hui, les entreprises de mise en place travaillent dessus et effectivement, ça sera une bonne chose par rapport à la gestion de nos chaudrons mâles. J'espère, Olivier, de ne pas avoir dit de bêtises par rapport à l'évolution. Donc du coup, on va terminer cette présentation. Ah oui, problème de volume d'éjaculat aussi, effectivement. Ok, donc c'est tout bon. Donc du coup, on va... Hop, je reviens sur la dernière diapositive. On va conclure cette présentation. Donc déjà, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et de nous avoir suivis donc, concernant le thème des lactations longues. Donc vous allez trouver en fait sur cette dernière diapositive nos coordonnées, donc ceux de Rémi, Régis de 16, l'éleveur qui a été interviewé, et ainsi que les miens. Donc n'hésitez pas à nous reposer des questions concernant le thème des lactations longues ou encore sur d'autres thèmes caprins. Et donc, pour rappel, vous allez recevoir à la fin de cette présentation un lien pour revoir le replay si ça vous intéresse. Et donc, n'hésitez pas également à continuer de vous inscrire à la semaine de la performance. Donc, il y a un thème qui suit, donc qui porte sur le pilotage technico-économique de l'exploitation. Et il y a également d'autres thèmes, donc 4 thèmes demain. Donc encore merci et puis donc bonne journée à tous. Au revoir, merci.